complexe. Sur le plan théorique, la Cour constitutionnelle notamment est le juge de la Constitution, la meilleure instance judiciaire qui puisse donner les orientations à suivre. Et sur le plan de la législation que de la pratique, même aussi de la théorie. En tant qu'enseignants, nous sommes en train maintenant de bégayer quand on se rencontre avec les jeunes gens à qui nous enseignons, des choses que nous, on a apprises, mais qui commencent à avoir un conflit dans la connaissance acquise. Pour ceux qui pratiquent le droit, je parle des avocats, je parle des magistrats, des juges, ils savent bien l'importance d'une jurisprudence, et quand celle-ci vient d'une instance aussi supérieure sur le plan judiciaire comme la Cour constitutionnelle, c'est une force quand vous la communiquez devant le juge et celui-ci se tait. Et l'adversaire ou le contradicteur se calme. Mais fort malheureusement, nous sommes dans une instance où, pour une affaire, une même affaire, la Cour se prononce le 15 novembre 2021. Jour pour jour, 1 an et 2 semaines après, elle revient pour se prononcer autrement. Dans la première architecture du juge suprême, il libère de toute poursuite le prévenu Matata, tout en disant qu'elle est incompétente de connaître de cette affaire. Dès lors que la Cour n'est pas compétente, et la motivation c'est clair, la Cour constitutionnelle aujourd'hui n'est pas le juge naturel des anciens présidents, des anciens premiers ministres par rapport aux infractions commises en temps où ils prestaient dans leurs fonctions respectives. Mais il réfléchit et revient pour dire non, il y avait erreur. Je me déclare maintenant compétent. Compétent pour connaître de l'affaire Matata Pogno. Une chose est son contraire de la bouche de celui qui doit prêcher la pratique absolue, je dis bien absolue, du droit dans les milieux judiciaires. Et quand on entre, on pénètre le fondement de la décision du juge constitutionnel, il se pose sur l'article 164, qui lui donne la compétence naturellement de connaître cette affaire. Mais le droit n'est pas que droit par rapport aux textes qui sont érigés, mais ceux-ci émanent des principes généraux qui constituent même l'ossature du droit sur le plan législatif, comme sur le plan théorique, comme sur le plan pratique. Le danger que nous venons de trouver dans la démarche du juge constitutionnel, c'est cette contradiction. Il se contredit, il dit non, je suis maintenant compétent. Maintenant, examinons d'abord son premier ouvrage, celui du 15 novembre 2011. En son temps, c'était signé le professeur Dieudonné Kalouba. Moi, j'ai de l'estime très particulière pour l'avoir rencontré, la personne.
avoir échangé avec lui, c'est un avocat déjà près la Cour suprême de justice. Il a une connaissance avérée que l'on ne peut pas contester. Sur le plan de l'enseignement ou de la connaissance doctrinale, c'est quand même une personnalité juridique, une personnalité scientifique sur le plan des droits qui mérite beaucoup de respect. Qu'il prenne cette décision, je crois qu'il n'y avait pas de légèreté. Et en son temps, ce qui était prévu quand le Premier ministre Matata a commis ou aurait commis les infractions qui font objet de poursuites aujourd'hui, bien sûr qu'il n'y a pas prescription jusque-là, ce que l'on peut retenir des très grands, la loi ne peut pas rétroagir. Il y a une sorte de rétroaction, donc rétroactivité, parce que le droit ne peut pas rétroagir. Le juge en son temps de M. Matata Mponyo, c'était la Cour suprême de justice. Celle-ci venait de mourir et sur sa tombe, on y a érigé d'autres cours, notamment la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État. Mais il y a un vide juridique dans la loi organique qui fixe organisation et fonctionnement de l'actuelle Cour constitutionnelle. Le législateur, déjà en son temps, aurait bien profité de l'occasion pour dire tous les anciens premiers ministres, présidents de la République, sont poursuivables par telle juridiction parmi les juridictions qui supplantent la Cour suprême de justice. Parce qu'en elle seule, elle avait tous les attributs de pouvoir que l'on donne aujourd'hui à chacune de ces trois juridictions que je viens de nommer. Mais comment est-ce que la Cour suprême et la Cour constitutionnelle peut prétendre se donner le pouvoir à lui seul, à elle seule, de connaître de toutes les affaires qui relevaient de la compétence de la Cour suprême de justice qui vient de mourir, qui est déjà liquidée, qui est supplantée par les trois que je venais de vous dire. Sur le plan de droit, nous avons des problèmes. Aujourd'hui, là, on est en face d'une question qui n'est plus fondamentalement judiciaire, elle devient une question d'école. Il y a l'école de l'auteur de la première décision ou du premier arrêt. Il y a aussi l'école de l'auteur de l'actuel arrêt qui vient d'être rendu public le 18 septembre 2002. Et nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que nous allons enseigner aux étudiants maintenant? C'est ça la grande question. Qu'est-ce que nous allons leur dire? Et la famille ou la société qui est en train de nous suivre, finalement, elle est en train de perdre la confiance dans la Cour suprême, dans la Cour constitutionnelle ou dans l'organisation des cours et tribunaux selon la structure des hautes instances judiciaires que nous avons aujourd'hui. Cette contradiction, est-ce qu'elle peut donner raison à la dernière décision? Mais nous disons, le deuxième auteur de la deuxième décision, il dit que nous faisons un revirement parce qu'il y avait des fautes que l'on doit corriger. Pour éviter que le juge reste esclave d'une faute antérieure, il doit s'en libérer, cette fois-là en corrigeant son ouvrage. Nous pensons, sur ce point, il a raison. Il y a une procédure qui est prévue dans le Code judiciaire qui parle de l'exéquatur, donc une procédure d'exéquatur. Donc un jugement mal prononcé, un jugement mauvais,
On ne peut pas le laisser brûler la brousse, il faut le corriger. Même quand on le corrige, doit-on rétroagir? Nous disons non. La loi ne rétroagit pas. Et les actes de la Cour suprême de justice, de la Cour constitutionnelle, ont une valeur absolue et tout juriste qui se veut être juriste respectable a le devoir de respecter ses décisions. Aujourd'hui, nous sommes dans un tourbillon qui exige que nous puissions désormais inviter les universités, surtout nos facultés de droit, là où qu'elles sont, là où qu'elles se trouvent, à devoir pénétrer toutes les questions judiciaires pour que, quelque part, nous puissions en dégager une certaine unanimité. Pour éviter que les étudiants à qui nous nous adressons ne puissent perdre confiance en nous. Et quelque part, nous, en tant que parents formateurs de tous ces juges, de tous ces avocats, de tous ces praticiens de loi et du droit, nous pensons que nous avons le devoir d'intervenir très rapidement pour que l'on puisse inviter les universités à prendre la charge d'examiner systématiquement des grandes décisions comme celle-là pour que quand on enseigne, la jurisprudence soit éclairée par une doctrine qui est concordante. Aujourd'hui, imaginez-vous, au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a deux positions controversées. Qui a raison? Est-ce que c'est le premier juge? Est-ce que c'est le deuxième juge? Point d'interrogation. Encore que le premier juge, à son niveau à lui, il se repose, si nous pouvons nous reposer sur l'article 115 de la Constitution, dès que la Cour constitutionnelle se prononce, c'est avec immédiateté que son arrêt est exécuté. Donc, s'il doit être exécuté de cette manière-là, donc, l'auteur du deuxième ouvrage a tort quand il dit, pour libérer le prévenu Matata de toute poursuite, il faut le mettre en face de son juge naturel et que celui-ci, le juge, vide la question au niveau du fond et au niveau de la forme, il pourra se promener librement. Or, nous parlons de ce monsieur dont le premier jugement, le premier arrêt venait de le rendre en quelque sorte non poursuivable. Que dirait-on de l'infraction? Si l'infraction existe, ce n'est pas pour rien qu'il y a toujours la procédure et il y a aussi le fond que l'on doit respecter. Et on dit non, il faut respecter les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme, dans le cas d'espèce, ce n'est pas l'État, parce que c'est lui qui poursuit M. Matata ou le sénateur Matata, c'est l'État. Le droit de l'homme, c'est en faveur de celui que l'on poursuit, et le droit sur la terre des hommes en matière pénale précise ceci. S'il y a doute, le doute profite à l'accusé. Pourquoi est-ce qu'on refuse de rétroagir? C'est pour la sécurité de la justice. Il n'y a que Dieu qui est juste. Il n'y a que la justice de Dieu qui est absolue. Celle des hommes, elle est critiquable à tous les niveaux. Ce n'est pas pour rien, même quand vous allez au prétoire, vous allez trouver le ministère public juriste. Les magistrats assis, juristes. Les avocats, juristes. Mais ils se contredisent et ils ne s'entendent pas. Tous, ils sont juristes. C'est parce que ce sont des hommes qui font les œuvres humaines. Et à ce titre, nous pensons qu'il n'y a que Dieu qui peut être juste et alors absolument juste.
et toute œuvre humaine est faillible. Pour éviter que l'on expose la société à des jugements qui vont se répéter du jour au lendemain parce qu'on a trouvé telle faille, on a exigé le principe de la non-rétroactivité. Parce que le temps nous talonne, nous estimons ici nous résumer en disant M. Matata se retrouve devant deux ouvrages judiciaires de la même institution que nous appelons la Cour constitutionnelle. La première se déclare incompétente et la deuxième se déclare compétente. Le droit se retrouve malade et à la faculté, nous ne savons pas dans le lit de qui nous allons dormir pour donner la science qui va ouvrir l'esprit à l'étudiant. J'ai dit. J'ai remarqué des sitôt, je ne suis pas digne de vous parler après le maître, professeur Banzamalali. Voilà pourquoi j'ai demandé l'indulgence des deux, je vais appeler géants ou lions, je ne sais pas, qui sont à mes côtés pour que je puisse être au milieu d'eux pour me sécuriser juridiquement. Alors, ce n'est pas pour rien que je suis là. J'ai formaté un petit thème que j'ai intitulé « De la forme avant le fond » dans le dossier Bukangalozo. Alors, mon argumentaire sera articulé autour de 4 points majeurs. Le premier point, c'est ce que j'appelle prélude. Deuxième point, c'est bref aperçu du dossier Bukangalozo, procédure. Troisième point, c'est que je trouve même les nœuds du problème ou le cœur des débats. C'est le moment d'appréciation du privilège des juridictions en droit congolais. Quatrième point, les conséquences de l'arrêt du 18 novembre 2022 dans l'affaire Bukangalozo. Et enfin, ça sera notre position. Mesdames et messieurs, vous devez le savoir que dans les langages juridiques, on reprend, et à répétition, à haute voix d'ailleurs, que la forme précède le fond. Ceci traduit le caractère formaliste du droit congolais à l'instar des autres droits de la famille romano-germanique. À la saisine d'un juge, donc, en vue de l'examen du fond, il y a une série de procédures à respecter, que ce soit en matière pénale, tout comme en matière civile. D'ailleurs, les règles des procédures et de fond en matière pénale sont orientées par le principe de l'autonomie, ou mieux de l'interprétation autonome du droit pénal, excluant toute interprétation analogique. En rapport avec les violations flagrantes ou non de l'ordre public par la commission des infractions rentrant dans le principe de la textualité des délits et des peines de Beccaria, eh bien, dans le dossier Bukangalozo, où l'ancien Premier ministre est accusé par les ministères publics d'avoir détourné plus de 300 millions de dollars américains destinés à relancer le projet agro-industriel du parc de Bukangalozo, avant d'examiner ou non la véracité des faits mis à sa charge, le formalisme du droit congolais voudrait que le bon juge, ou du moins le vrai, soit régulièrement saisi. Sur ces entrefaites, vous allez vous rendre compte que c'est le procureur général, près la Cour constitutionnelle, qui commence d'abord par déposer, dans un espace d'1 mois, la requête en vue d'obtenir la levée des immunités, qui vaut autorisation de poursuite donc à l'endroit de l'ancien Premier ministre, d'abord au Congrès, le 3 mai 2020, puis au Sénat, qui l'a rejeté, puis encore au bureau du Sénat, pendant qu'il était en vacances, et qui est légal d'ailleurs, mais cette fois-ci pour un autre dossier, le dossier de la zaïréanisation. La Cour constitutionnelle, sous le RP 0001, qui a rendu sa décision en date du 15 novembre 2021, s'est déclarée incompétente.
La motivation de la Cour rentre dans le fait que l'article 164 de la Constitution évoque clairement que la Cour constitutionnelle et les juges pénals de l'ancien président de la République et les juges pénals du président de la République et du Premier ministre. Arguant dans ce sens, la décision de la Cour évoque le fait que le prévenu qui s'est présenté devant elle, la Cour, était un ancien Premier ministre et non le Premier ministre. Au regard de l'interprétation qui est autonome et non analogique du droit pénal, la Cour s'est déclarée incompétente. Le 22 juillet 2022, la Cour de cassation, cette fois-ci, qui a été saisie par le procureur général près cette Cour, à nouveau, la Cour de cassation, cette fois-là, ne s'est pas prononcée par rapport au fond, mais a pris le soin de procéder par une requête en interprétation de l'article 164 de la Constitution auprès de la Cour constitutionnelle. Attendant la décision, le 18 novembre 2022, la Cour constitutionnelle s'est enfin prononcée, en se reconnaissant comme une Cour seule compétente à juger les faits commis par un ancien Premier ministre. Elle s'est fondée notamment sous le prescrit de l'article 167 de la Constitution. Depuis lors, certaines questions pertinentes méritent d'être posées. La première question, celle de la compétence de la Cour constitutionnelle ou non, en vertu de l'article 164 de la Constitution, à pouvoir juger les faits commis par un ancien Premier ministre. La deuxième question est celle de la saisine régulière ou non de la Cour constitutionnelle par la Cour de cassation en vue de l'interprétation de l'article 164. Donc, la Cour a été saisie en matière d'interprétation des dispositions constitutionnelles. L'autre question, c'est la question qui a été évoquée, bien entendu, par l'éminent professeur Banzamalani, c'est celle de revirement des jurisprudences. Est-ce que dans les cas sous examen, il y a effectivement revirement des jurisprudences, dans quel contexte et quelle pourrait être l'étendue de ces revirements? Mais avant de répondre à ces trois premières préoccupations, nous estimons que les tentatives notamment du procureur général près la Cour constitutionnelle à saisir tour à tour la Cour constitutionnelle d'abord, ensuite la Cour de cassation, viennent du fait que cet attonnement provient, selon nous, de la question majeure de l'appréciation du privilège des juridictions en droit congolais. Parce qu'en fait, le nœud du problème, c'est tout simplement parce que M. Matata, hier Premier ministre, aujourd'hui il n'est plus Premier ministre, mais il est sénateur, alors il se pose la question de savoir quelle serait la juridiction compétente à connaître des faits qu'il aurait commis pendant qu'il était Premier ministre. Eh bien, c'est la question de l'appréciation du privilège des juridictions. Pour un petit rappel, je peux dire, le privilège des juridictions en droit congolais trouve son fondement du fait que l'on ne voudrait pas que les juges soient, entre parenthèses, intimidés par la présence du prévenu qui a visiblement une considération sociale plus élevée par rapport au juge. Voilà pourquoi les personnes qui ont un rang social très élevé sont jugées, bien entendu, par des juges ayant une maturité, ceux de la Cour de cassation, ceux de la Cour constitutionnelle, voire ceux de la Cour d'appel, selon le cas. Le privilège en soi, en matière pénale, il est différent du privilège en matière civile. En matière civile, comme vous le savez, le privilège, c'est un avantage que l'on accorde à un créancier d'être préféré par rapport aux autres. Ça veut dire, nous sommes dans un concours de créanciers, moi je suis payé en premier du fait que ma créance est privilégiée.
Et bien entendu, on ne tient pas compte de la valeur de la créance, mais on tient compte bien entendu du fait que la créance a été portée par une personne désignée par la loi. Voilà pourquoi le privilège est aussi, en matière civile, un privilège textuel. Le privilège il est aussi admissible en matière de droit administratif. C'est que le professeur Banza enseigne le privilège du préalable. Il voudrait que les décisions prises par les autorités administratives soient exécutoires avant même de recourir, n'est-ce pas, à leur exécution devant les juges. Ça s'exécute d'office, privilège du préalable ou privilège d'exécution. Maintenant, le privilège de juridiction en matière pénale à ce moment-là, loin d'être un avantage, comme dans les autres matières que je venais d'évoquer, ici c'est simplement un mécanisme procédural qui permet en sorte que la personne soit jugée par un juge non pas matériellement compétent, mais c'est lui qui l'est personnellement. C'est justement sous ces entrefaites que le débat se hisse. Qui peut être ou qui est les juges compétents à pouvoir juger un ancien Premier ministre? La question n'est pas facile à répondre d'aussitôt. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous retrouvons dans l'optique du droit de l'enfant, par exemple, avec la loi de 2009, la question de l'appréciation de la compétence personnelle de la juridiction pour enfants est appréciée, notamment à l'article 98. Eh bien, la base est simple, c'est l'âge de l'enfant au moment de la commission des faits qui entre en ligne de compte. À ce moment-là, le tribunal pour enfants est compétent. Dans les juridictions militaires, je suis notamment aux articles 104, 117 du Code de justice militaire, révisé bien entendu à ce jour, le Code de 2002 révisé à ce jour. Là aussi, les juges donnent, pardon, pas les juges, les législateurs par contre, ils donnent une position selon laquelle la compétence d'une juridiction militaire est appréciée au moment de la commission des faits ou alors au moment de poursuite selon le cas et en tenant compte bien entendu du grade. En tenant compte du grade, n'est-ce pas, que possède le militaire en question. Maintenant, quid du cas Matata? Le cas Matata entre dans le droit commun. Et le droit commun ici, lorsque j'examine, par exemple, je disais, l'autre là il est mieux, je crois. L'autre il est mieux. Ok. Mais en attendant, oui, je disais que, en attendant qu'on amène le micro, hein, ma voix porte. Je crois que ça peut aller. Oui, donc je disais que dans le cas Matata Pognon, c'est un cas qui rentre dans le droit commun. Le droit commun ici, principalement, le code d'organisation, fonctionnement et compétences judiciaires, premièrement. Ensuite, la Constitution, qui est une sorte de spécialité aux règles de procédure, tout spécialement ici les articles 164, 163, 164 et suivants. Dans le jargon du législateur, notamment de la loi de 2013 sur l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, les articles 89, 91, 93 désignent les privilégiés des juridictions. En ce terme, les tribunaux de grande instance connaissent des infractions commises par. Les cours d'appel connaissent en première instance des infractions commises par. Et enfin, l'article 93 de cette loi évoque tout naturellement que la Cour de cassation est compétente. Ça risque, s'il vous plaît, je crois que le micro risque de dénaturer le fond de ce que je veux dire. Je vais me donner du pouvoir que Dieu m'a donné, la voix donc, pour parler normalement, en attendant que ça soit réglé. Donc je disais que
l'article 93 de la loi de 2013 sur l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire précise qui sont justiciables de la Cour de cassation, en disant la Cour de cassation connaît en premier ressort des infractions commises par. Et le terme infraction commise par désigne tout naturellement que la personne doit avoir la qualité de pour comparaître devant son juge naturel. Et vous allez voir avec nous que dans l'énoncé des dispositions que je venais de rappeler tout à l'heure, le terme ancien n'est pas repris. Alors, quid de la jurisprudence sur la question? Eh bien, la jurisprudence en droit congolais, c'est une jurisprudence qui a été plus ou moins évolutive. Selon que l'on s'est retrouvé en 1981, en 1986, en 1987, je peux même dire en 2009, en 2021 et en 2022. En 1981, par exemple, la Cour suprême de justice avait arrêté que bénéficient du privilège de juridiction et est justiciable de la Cour d'appel les prévenus, anciens magistrats, auteurs des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ça, on est en 1981. En 1986, la Cour suprême de justice encore, sous le RPA 121, dit ceci: le but du privilège de juridiction étant d'éviter que les juges saisis ne soit influencé par les fonctions du prévenu, c'est sa qualité au moment des poursuites qui détermine le juge compétent. Est ainsi justiciable de la Cour d'appel le prévenu qui, au moment de la commission des faits, était chef de division et qui, au moment de poursuite, est devenu directeur. Nous sommes là dans un cas où le prévenu a changé de casquette, comme dans le cas sous examen. En 1987, la Cour suprême de justice encore dit: si un commissaire du peuple est poursuivi devant la Cour suprême pour des faits commis lorsqu'il était commissaire du peuple, mais au moment où il a déjà perdu cette qualité, la mise en accusation par le président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République, prévue à cette suite, relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, ne s'impose nullement. Ça, c'est en ce qui concerne la procédure de levée des immunités. En 2009, la Cour suprême dit que est fondé le moyen tiré de la violation de l'article 98 du Code de CJ, en son temps, c'est que le juge d'appel a déclaré le tribunal de paix incompétent au motif que les prévenus magistrats bénéficiaient de privilèges de juridiction alors qu'il a fait usage de faux au moment où il ne jouissait plus de ces privilèges. En 2021, dans son arrêt sous RP 001, la Cour suprême de justice invoque le fait que par devant elle, c'est plutôt un ancien Premier ministre qui est déféré et non un Premier ministre. La Cour constitutionnelle, s'est fondée sur le mérite de l'article 164 de la Constitution. En 2022, puisque c'est aussi une jurisprudence, en 2022, cette même Cour s'est rebiffée sous le RCONS 1886, je crois que c'est ça le numéro de l'arrêt, je vais le retrouver, 1886, au motif que, d'abord, elle a déclaré recevable la requête mise par la Cour de cassation. Ensuite, oui, je crois que c'est Francis avant, je disais que le dernier arrêt de 2022, 18 novembre 2022, là où la Cour s'est déclarée compétente à pouvoir juger les faits commis par un ancien Premier ministre. Devant cet amalgame de jurisprudence, avant l'arrêt de 2022,
avant l'arrêt du 18 novembre 2022, notre position était que les juges congolais devraient rechercher dans l'arsenal juridique congolais la position à appliquer selon les jurisprudences que je venais de vous lire tout à l'heure. Soit il apprécierait en son temps, au moment, la qualité du prévenu au moment de la commission des faits, soit alors la qualité du prévenu au moment de poursuite. Mais comme je l'ai dit, de la forme avant le fond dans le dossier Bukangalozo, ça signifie que à partir du moment où le premier juge s'est déjà prononcé sur son arrêt d'incompétence, encore que les arrêts de la Cour constitutionnelle se résument bien entendu aux articles 168 de la Constitution, c'est exécutoire et irrévocable. Pour les non-juristes, ils peuvent vous dire, mais de toutes les façons, on n'a jamais abordé le fond. En droit, cet aspect est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aborder le fond tant que la forme est biaisée. Et il est de procès qui s'arrête au niveau de la forme. Quand les juges se prononcent par rapport à son incompétence, eh bien, il met fin au litige. En droit, on appelle ça la chose jugée. Ça signifie que, je prends pour exemple, vous saisissez un juge dans un contentieux X, en matière de bail par exemple, je vais extrapoler, mais figure dans le contrat une clause compromissoire. Les juges que vous allez saisir, les juges du TRICOM par exemple, ils se déclarent incompétents, le dossier s'arrête là. Quitte à vous de vous pouvoir comme de droit, vous n'allez pas rentrer devant les mêmes juges pour lui demander de se dédire. Ça, c'est du droit préliminaire. Alors, pour finir, monsieur le modérateur, j'ai vu que vous avez écrit 2 minutes. Est-ce que vous ne pouvez pas ajouter un autre papier où vous écrivez encore 2 minutes? Parce que je vais terminer. Alors, pour finir, je veux dire, quelle est la conséquence de l'arrêt du 18 novembre 2022 dans le procès Bukangalozo? J'ai relevé 3 éléments, non, je vais dire 4, 5 éléments majeurs. Premier élément, c'est que, au regard de l'article 161 de la Constitution, les juges constitutionnels ne se saisissent pas d'office en matière d'interprétation de la Constitution. Ça, c'est connu. Vous allez voir tout à l'heure les réactions dans la salle. Je vois le confrère Adolphe Moussoulo qui va revenir sur la question. C'est très régulier, je sais. Les juges constitutionnels ne se saisissent pas d'office. Il y a des personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle en matière d'interprétation des dispositions constitutionnelles. Et ces personnes sont connues. La Cour de cassation, à l'instar des autres juridictions, ne peuvent pas saisir la Cour constitutionnelle en matière d'interprétation des dispositions constitutionnelles. Elles peuvent saisir la Cour constitutionnelle en matière d'exception d'inconstitutionnalité, tout simplement, pas en interprétation. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le juge, dans son arrêt du 18 novembre 2022, a déclaré la requête de la Cour constitutionnelle irrécevable, mais a statué quand même par rapport au mérite de la requête. Là, on dit tout clairement que le juge a statué ultra petita. Si le juge a déclaré la requête irrécevable, il s'arrête là, il n'aborde pas le fond. Un autre élément, ce sont les mêmes juges qui ont statué sur le RP001 qui viennent à statuer sur le RConst 1886. Il se pose un problème. En droit procédural, quelqu'un pourrait même évoquer la récusation, purement et simplement. Alors, au regard de tous ces éléments, au jour d'aujourd'hui, je peux honnêtement vous dire que, en scientifique, bien entendu, le dossier Bukangalozo est clôturé. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi je l'évoque? Parce que la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée en déclinant plutôt sa compétence. Donc elle s'est déclarée incompétente. Si on veut extrapoler dans le régime du droit, ça signifie que l'arrêt du 18 novembre 2022, qui fait en sorte que la Cour se déclare compétente, or l'affaire est pendante à la Cour de cassation, c'est que cet arrêt sera signifié à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation
se déclarer aussi incompétente. Bizarrement, la Cour constitutionnelle ne peut pas revenir avec le même dossier et les mêmes individus, les mêmes partis, donc, pour se prononcer en contradiction. Voilà ma position quant à ce. Mesdames et messieurs, de vous avoir pris 4 minutes de trop, je m'en excuse et je vous remercie de votre attention. Merci, messieurs les modérateurs, de m'avoir accordé la parole. Je salue les interventions de mes prédécesseurs. Je remercie de manière particulière mon aîné, le prof Banzamarane, pour avoir pris cette initiative de pouvoir échanger, mais aussi pour vous tous, toutes qui êtes venus pour que nous puissions échanger. Mon thème ou mon sous-thème est assez provocateur. Est-ce que la Cour constitutionnelle a bien dit le droit? Mais lorsque j'analyse l'affaire Boucan-Kabouzo, 3 décisions ont été rendues dans une même affaire. Une affaire qui est au confluent de plusieurs disciplines juridiques. C'est ce qui fait que nous assistons parfois à des querelles de chapelle juridique. Parce que vous avez à la fois le droit constitutionnel qui est mobilisé, surtout dans sa sphère du droit constitutionnel pénal, et qui exige une certaine forme d'interprétation. Vous avez aussi le droit pénal général, qui exige aussi une forme d'interprétation bien indiquée. Et vous avez aussi le droit judiciaire. Ce qui fait que la même matière mobilise plus ou moins 3 disciplines juridiques. Et c'est ce qui peut expliquer les divergences d'interprétation si chacun de nous s'est limité à cultiver dans son propre jardin. Parce que si vous arrosez seulement votre jardin, vous risquez de ne pas voir la beauté des fleurs qui poussent dans le jardin de votre voisin. Ce qui fait qu'il faudra aller au-delà de ce querelle et de rechercher au moins ce qui peut constituer un point d'intersection entre les disciplines qui sont mobilisées. Alors, je vais me focaliser surtout sur ce que j'appelle les contradictions et les incohérences qui minent la lisibilité de l'arrêt du 18 novembre 2022. Et on ne peut pas bien comprendre cet arrêt sans faire référence au premier arrêt du 15 novembre 2021. C'est vrai, les avis ont été partagés. Parfois, on a dû prêter à la Cour constitutionnelle ce qu'elle n'a pas dit. La Cour constitutionnelle n'a pas dit que Mata Tampolo ne pouvait pas être jugée. La Cour a dit qu'elle n'était pas le juge compétent pour pouvoir le juger et qu'il avait un juge naturel que la Cour n'a pas indiqué. C'est un point important. Et dans cet arrêt-là, la Cour a mobilisé une interprétation que nous appelons l'interprétation sémiotique ou l'interprétation littérale. Est-ce qu'elle pouvait recourir à une autre interprétation? C'est possible, mais du moins avec l'interprétation à laquelle la Cour a fait allusion, elle ne pouvait qu'aboutir à ce résultat-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes sous le versant du droit constitutionnel, du droit pénal. En matière constitutionnelle pure, le juge se prévaut parfois d'une certaine liberté. Alors qu'en matière pénale, il n'a pas cette liberté, d'autant plus que l'interprétation en matière pénale, elle est stricte. Et on ne peut pas concevoir l'analogie. Or, la Constitution est claire dans ses articles 163, 164. La Cour constitutionnelle est juge pénal du président de la République et du Premier ministre.
Et lorsqu'on recourt même aux travaux préparatoires de la Constitution, ces dispositions étaient conçues pour le président en exercice et le Premier ministre. Or, la personne poursuivie n'était ni président de la République, ni Premier ministre au moment de poursuite. Ce qui fait qu'en mobilisant l'interprétation sémiotique ou littérale, la Cour ne pouvait que se déclarer incompétente dans cette affaire-là. Je dis, est-ce qu'elle pouvait aussi recourir à une autre interprétation? Probablement, avec une autre interprétation, elle pouvait recourir à se déclarer compétente, même si ça ne pouvait pas être vraiment facile, parce que nous sommes en matière de droit constitutionnel pénal, qui est une matière nouvelle et dans laquelle les juges doivent encore soutenir. Et de là, la Cour de cassation, elle a été saisie, et probablement c'est la Cour qui va non seulement rendre un arrêt qui la discrédite un peu du point de vue de la logique juridique, mais qui va induire en erreur la Cour constitutionnelle avec deux grandes aberrations. La première aberration, c'est celle de confondre l'exception d'incompétence avec l'exception d'inconstitutionnalité. Ce sont deux exceptions tout à fait différentes. Et curieusement, la Cour de cassation va attribuer au prévenu Matata une exception d'inconstitutionnalité qu'elle n'a pas soulevée. Donc une exception d'inconstitutionnalité hypothétique ou encore putative, parce que c'est la Cour de cassation elle-même qui a voulu transformer une exception d'incompétence en exception d'inconstitutionnalité. Et voilà qu'elle va décider de saisir la Cour sur le fondement de l'article 162 de la Constitution en matière d'exception d'inconstitutionnalité. La deuxième aberration est que l'exception d'inconstitutionnalité doit porter sur un acte. La Constitution dit que cet acte peut être un acte réglementaire ou un acte législatif, mais cela doit être complété par l'article 43 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui énumère les actes pour lesquels le contrôle de constitutionnalité est prévu. Faisant abstraction des traités qui obéissent à un régime un peu particulier, vous avez les lois, les actes et forces de loi, vous avez les règlements intérieurs des chambres, vous avez les règlements intérieurs des institutions d'appui à la démocratie, vous avez les édits, vous avez aussi les actes réglementaires. Mais cette exception, curieusement, je ne sais pas par quelle magie, elle porte sur quel acte pour lequel on sollicite l'intervention de la Cour constitutionnelle. Seule la Cour de cassation, c'est la raison d'être de cette exception d'intervention. Comme si cela était insuffisant, la Cour de cassation dit « mais je voudrais obtenir l'interprétation de ces dispositions qui disent à l'occasion ou dans l'exercice de ces fonctions ». Mais la Cour de cassation sait très bien qu'elle ne fait pas partie des organes habilités à saisir la Cour constitutionnelle en interprétation. Une autre bavure de la Cour de cassation. Voilà que lorsque la Cour de cassation est saisie, on se demande, ça porte sur une exception d'inconstitutionnalité. Ça porte sur un recours à l'interprétation de la Constitution. Mais lorsque vous lisez l'objet de la requête qui figure dans l'arrêt du 18 novembre 2022, curieusement, l'objet porte sur exception d'inconstitutionnalité et question de constitutionnalité. Mais finalement, heureusement que la Cour
et par conséquent, la requête est irrécevable. Et c'est pour retenir ce que le chef des travaux a dit. Mais du moment où vous avez dit que la requête est irrécevable, mais vous arrêtez là. Mais la Cour a voulu continuer, on a voulu persévérer. Persévérer, comment on dit? Donc on va faire fi de ce premier constat. Il va dégager l'interprétation. Mais est-ce qu'il appartenait à la Cour? Est-ce qu'il était demandé à la Cour de se prononcer si elle était compétente ou non? Là aussi, la Cour va statuer ultra petita. Ce n'est pas ça que je vous ai demandé. Donc la Cour va profiter de cette situation pour se dédire. Et comment justifier ce qu'elle appelle le revirement jurisprudentiel? Même là, c'est une incohérence. Que dit la Cour substantiellement? Étant donné que dans la première affaire, c'était je me suis prononcé comme juge pénal, mais cette fois-ci, je suis saisi en matière d'inconstitutionnalité, ce fait constitue en lui-même un changement radical des circonstances qui me pousse à un revirement de jurisprudence. Mais le revirement de jurisprudence, c'est quelque chose de sérieux. Il faut qu'il y ait des faits graves, des faits nouveaux, qu'il y ait une nouvelle législation. Entre le 15 novembre 2021 jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des faits nouveaux qui pouvaient amener la Cour à un revirement jurisprudentiel? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a eu une modification dans la législation? Je ne pense pas. Et une autre contradiction, c'est lorsque la Cour va se prévaloir d'une certaine liberté d'interprétation en invoquant la jurisprudence qui est cristallisée en matière de protection des droits de l'homme. Voilà, nous sommes là pour éviter que quelqu'un ne soit soustrait de son juge, qui n'est pas un juge, c'est pour la protection de ses droits. Voilà toute une jurisprudence. Mais la Cour a oublié que lorsqu'elle a étendu sa compétence aux notions des censures, elle a déterminé les deux conditions cumulatives. Il faudrait que nous soyons en présence de la violation d'un droit auquel la Constitution attache une importance particulière, notamment un droit insusceptible des dérogations tels que les droits de la défense. Est-ce que le droit d'accès à la justice fait partie des droits et des principes insusceptibles de dérogation? Non, ça ne fait pas partie d'abord de droits et principes qui sont prévus à l'article 61. Deuxième condition, il faut qu'il n'y ait pas un juge compétent. Est-ce qu'aucun juge ne s'est reconnu compétent? Mais la Cour de cassation n'a pas encore statué. Elle n'a rendu qu'un jugement avant du droit. Et peut-être j'anticipe. Pour moi, le juge naturel de Matapogno, c'est la Cour de cassation. Mais avec un tel arrêt, ça devient difficile pour la Cour de cassation, que je considère comme le juge naturel, de pouvoir le dire, parce que la Cour s'est attribuée une compétence qui n'est pas vraiment la sienne et sur la base d'une motivation trop fragile. Il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle d'étendre, de restreindre, comme si la Constitution était devenue de l'argile aux mains du potier. La Cour constitutionnelle, elle est encadrée, elle est au service de la Constitution. Et elle doit agir en fonction de ce que prévoit la Constitution, de ce que prévoit
soit la loi organique. C'est vrai, elle peut aller là, mais il faut justifier et que la motivation soit solide. Mais malheureusement, la motivation dans l'arrêt du 18 novembre 2022 est jonchée de beaucoup d'incohérences. Alors, lorsque les prémices sont fausses, et même la conclusion devient fausse. Et les prémices dans cet arrêt sont fausses. On dit que la Cour a dû remuer ciel et terre pour se déclarer compétente, même si elle pouvait violer certains principes sacro-saints. Et je termine en espérant peut-être revenir dans le débat. Alors je me dis, si aujourd'hui vous êtes général, vous avez commis une infraction au moment où vous étiez justiciable du tribunal militaire de garnison. Maintenant, vous êtes un général. Quelle est la juridiction qui sera compétente? Est-ce qu'on va vous renvoyer devant ce juge-là entre guillemets subalterne du tribunal militaire de garnison ou devant la haute cour militaire qui a comme justiciable notamment les généraux? Je pense que cet exemple explique mon point de vue que j'ai avancé lorsque je suis intervenu, et c'est par là que je m'arrête. Je vous remercie.